De manière générale, il y a certaines causes profondes, ce que j'appelle les causes profondes, les causes racines, des déséquilibres hormonaux qui reviennent assez souvent. Alors ça peut être typiquement, tu vois, ce que j'appelle les infections chroniques. Les infections chroniques, c'est certaines bactéries ou parasites ou virus ou prolifération fongique qui se baladent dans nous, qui prolifèrent à outrance et sans qu'on s'en rende compte, finalement nous rendent malades. Mais c'est quelque chose qu'on regarde pas souvent parce qu'on se dit non, c'est pas comme quand je suis malade parce que j'attrape un rhume et je sais que je suis malade. C'est quelque chose d'assez sournois en fait. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Aujourd'hui, je suis avec Marion du compte Marion Nutrition. Donc Marion, t'es nutrithérapeute spécialisée dans les problèmes hormonaux féminins. Bienvenue, je suis hyper heureuse d'être avec toi. Je suis ton compte depuis longtemps, on a un petit peu échangé, donc je me réjouis vraiment de notre échange ensemble aujourd'hui. Merci Camille, bonjour tout le monde, je suis vraiment ravie d'être ici, donc merci de me recevoir et de me donner la parole. Merci à toi. Ma première question, c'est toujours un petit peu qui es-tu ? Grande question presque philosophique, mais peut-être, qu'est-ce qui t'a amené à la nutrithérapie ? Je sais que tu t'es formée au Royaume-Uni et que ça influence aussi beaucoup ta pratique, donc qu'est-ce qui t'a amené peut-être à cette formation et à t'intéresser aux hormones tout simplement ? Oui, alors vaste parcours qui n'a pas du tout été linéaire. Moi, je me suis engagée dans un autre projet professionnel à la base, et puis en fait, en parallèle de mes études, de mes premiers boulots, je me suis intéressée à la nutrition en tombant sur un bouquin qui m'a fait comprendre qu'en fait, ce qu'on mangeait, ça avait un impact sur notre santé. Alors, ça a l'air un petit peu bête dit comme ça, et surtout maintenant où j'en suis, mais voilà, c'était pas quelque chose que j'avais en tête. Et puis à l'époque, moi, je voulais être fine à tout prix, donc bon, je pouvais un peu me priver d'un point de vue alimentaire, et je me suis rendu compte que je faisais tout simplement du mal à mon corps. Donc à partir de là, je me suis intéressée à tout ça, sous le spectre de comment accompagner, comment aller mieux en fait quand on a carrément des maladies avec la nutrition, comment utiliser la nutrition comme outil thérapeutique finalement. Et ça m'intéressait énormément, mais j'étais engagée dans une autre voie, et c'est difficile de se dire bon, je vais reprendre mes études, je recommence à zéro, et c'est reparti. Et puis finalement, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir un petit burn-out. Ça s'était très mal passé dans une expérience professionnelle, et du coup, je me suis retrouvée un peu face au vide, et je me suis dit, c'est maintenant. Et donc, on y va. Et donc, j'ai repris des études, et alors j'ai choisi cette formation au Royaume-Uni parce que j'étais vraiment très, très intéressée dans l'aspect purement nutrition, nutrithérapie, micronutrition. En détail, et finalement en France, je suis tombée que sur des formations plus généralistes de type naturopathie qui ont l'air absolument passionnantes, mais qui touchent à beaucoup de disciplines finalement. Justement, elles sont généralistes, et moi je voulais vraiment faire que de la nutrition dans un niveau très 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 précis, et j'ai trouvé ces formations à l'étranger. Il y en a en Belgique, il y en a un petit peu partout, et donc au Royaume-Uni, et puis allez, c'est l'occasion et on y va. Et j'ai fait ces études, et puis petit à petit en fait durant ces études, bien sûr on voit un petit peu comment fonctionne le corps, les pathologies, etc. Et j'ai compris que tous les symptômes que j'avais, en fait, c'était des pathologies, que en fait, il y avait un mot à mettre dessus. Donc, je me suis fait diagnostiquer dans la foulée, d'endométriose, d'autres petites choses réjouissantes. Et puis, je me suis dit, maintenant que j'ai ça, en fait, je ne suis pas destinée de manière fatale à vivre ma vie dans la douleur, quoi. Et donc, je me suis prise en charge un petit peu en étant mon propre cobaye. Et voilà, donc de fil en aiguille, ça m'a mis beaucoup de temps, parce que quand on fait tout soi-même et qu'on n'est pas encore quand on n'a pas d'expérience et qu'on n'est même pas encore diplômé, forcément, on cherche à droite à gauche, on tâtonne, et puis de fil en aiguille, voilà, j'en suis là aujourd'hui. Et naturellement, finalement, j'aide les femmes à réguler des problèmes hormonaux, puisque mes problèmes étaient purement hormonaux, donc forcément, j'ai suivi cette voie. Ouais, donc du coup, tu avais un beau petit package, si je comprends bien, endométriose. Je sais que tu parlais aussi d'acné sur ton compte, ça m'a marqué parce que moi, mon parcours, c'est beaucoup l'eczéma, et je sais à quel point la peau aussi, c'est notre apparence physique. Et là, on va parler aussi surtout de santé mentale dans cet épisode et le lien avec les hormones, mais
juste, voilà, pour donner un peu de contexte, acné, eczéma, comme ça change notre aspect physique et ça peut tellement influencer sur notre santé mentale. Moi, je sais que pendant mes études, ça a été très, très dur. J'osais plus me montrer. Enfin, c'était vraiment difficile. Donc, c'est lié aussi par là. Oui, c'est clair, je te rejoins complètement. Et puis c'est vrai que on parle de plus en plus, et tant mieux, de tous ces mal-être ou maladies en fait que personne ne voit et qui sont d'autant plus dures à vivre parce que bah voilà, les gens disent ah bah t'as l'air bien pourtant, alors qu'en fait à l'intérieur ça va pas du tout. Donc c'est terrible. Mais quand les choses se voient, c'est horrible, c'est horrible. Voilà, acné adulte, c'est horrible. Moi j'ai perdu. Moi 70% de mes cheveux, enfin c'est horrible quoi, on n'ose plus sortir comme tu disais, on se coupe d'opportunités, parfois professionnelles, sociales, parce que bah voilà, c'est le visage qu'on montre au monde et on n'est pas très à l'aise, donc je te rejoins. Complètement. L'anxiété, c'est le thème de ce podcast. Est-ce que c'est quelque chose que tu connais? L'anxiété, c'est un petit peu, voilà, le mot, on va dire, que j'ai choisi ou que j'ai utilisé. Je sais que ça peut recouvrir énormément de choses. Je préfère même parler de peut-être système nerveux dérégulé même que d'anxiété. Mais voilà, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu connais? Qu'est-ce que tu vivais ou tu vis peut-être encore toujours avec autour de ça? Alors, bon, l'anxiété, je connais effectivement, et ça date pas d'hier, hein. Moi, je fais partie de ces gens qui se disent de nature anxieuse, comme si en fait elles n'avaient jamais connu une autre réalité. Donc moi, c'était mon cas. Je dis c'était parce que ça va mieux aujourd'hui, mais vraiment, ça m'a pourri la vie des années et des années, hein. Et c'est assez récent le fait que ça aille mieux. Voilà, je fais partie de ces gens qui sont jamais insouciants, qui anticipent tout, qui sont angoissés à l'idée d'être peut-être en retard, qui quand tout va bien, bah cherchent un truc qui va mal, même si c'est inventé, parce qu'il faut être préoccupé. Donc voilà, c'est un peu ridicule dit comme ça face aux, peut-être pour les personnes qui nous écoutent qui n'en sont pas à ce point-là, mais voilà, c'est difficile à vivre. Et alors je pense que pendant des années, ça m'a aidé à me driver, tu vois, à être très rigoureuse, à accomplir pas mal de choses. Jusqu'au point finalement où le corps finit par dire ok, ça suffit quoi. Et chez moi, ça a commencé à s'exprimer physiquement. Donc tu vois, je pouvais me lever et j'avais une énorme boule d'angoisse ressentie physiquement, soit dans la gorge, le plexus ou vraiment au niveau du nombril, et c'était vraiment quelque chose d'hyper désagréable qui durait toute la journée. Je me couchais, je me levais, boum, elle était encore là, et je savais jamais quand ça allait s'arrêter, alors qu'il y avait rien de stressant, rien qui qui devait me rendre anxieuse a priori. Donc voilà, ça a commencé à être très 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 compliqué. Et puis à me donner j'ai toujours eu des soucis de sommeil, mais ça n'a fait qu'empirer du coup. Et puis pour en rajouter une couche, voilà, quand cette anxiété, ce stress, peu importe comment on veut l'appeler, finalement, c'est quelque chose qui va nous déréguler à l'intérieur à tous les aspects. Et donc, j'étais totalement consciente que tout ça alimentait, contribuait, empirait tous mes désordres hormonaux, tous mes symptômes. Et donc, ça me rendait folle. J'étais là, mais c'est pas possible. En plus, je sais que ça me détraque complet. Donc, ça rajoutait du stress. Donc, c'était au stress, à l'anxiété déjà sous-jacente d'une certaine manière. Donc, le combo de l'enfer. Et puis, bon, ça va mieux aujourd'hui grâce à plein de petites choses, mais chez moi, ça a surtout été une séance d'hypnothérapie qui a vraiment débloqué beaucoup de choses. C'était assez miraculeux. Formidable. Et puis bon, en parallèle, j'ai mis en place plein de choses, hein. J'ai la chance de travailler pour moi-même et donc d'organiser ma vie, mon temps de travail, mes limites comme bon me semble. Alors ça veut pas dire que travailler pour soi c'est pas stressant, hein, que c'est cela couler douce. Bien entendu, ça peut être source d'énormément de stress, surtout au début, mais pas que. Mais voilà, j'en suis à un stade où je suis un petit peu plus sereine par rapport à mon activité professionnelle et où j'ai pu m'organiser de sorte à limiter énormément le stress. Donc voilà, et puis je privilégie à fond le sommeil, et ça va mieux aussi depuis parce que je respecte mon rythme, et parce que c'est vrai que quand on dort mal ou pas assez, généralement ça n'arrange pas l'anxiété. Donc c'est un peu un cercle vicieux, et du coup j'essaye de pas mettre le doigt dans l'engrenage. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. En fait, le cognitif, toi là, il t'aidait pas. Pour le coup, c'était presque pire parce que tu savais tout ça. Ouais, t'as mis toutes ces choses en place à côté, et très certainement, presque ton système, il était prêt quand t'as fait cette séance d'hypnose. Après, là, ça y est, ça a débloqué plein de choses, et c'est intéressant ce que tu dis aussi avec cette anxiété qui nous drive, parce que moi, j'ai vraiment été là-dedans, cette fameuse high functioning anxiety, hein, comme on dit en anglais, et où il y a presque une partie de nous qui a peur
de dire ok, maintenant si je suis plus anxieuse, en fait, qu'est-ce qui va me driver? Parce Complètement. qu'elle me permet de faire tellement de choses, cette anxiété, elle me permet d'être productive, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Mais maintenant que moi, je suis un petit peu je sais pas si on peut dire de l'autre côté du rideau, mais voilà, où j'ai vraiment beaucoup, beaucoup travaillé sur la régulation de mon système nerveux, je me rends compte que je peux être productive, voire plus productive, et je suis drivée par quelque chose d'autre. Donc si vous nous écoutez et que c'est votre cas, voilà, que l'anxiété vous drive, cette high functioning anxiety, ou cette anxiété ambitieuse, comme je l'appelle, vraiment, sachez que vous pouvez réguler votre système nerveux, vous serez toujours aussi productive. ayez confiance. Donc, ce lien entre anxiété et les hormones, en fait, l'équilibre hormonal, moi, ça m'intéresse vachement parce que ça a vraiment été le début de mon chemin. J'avais un syndrome prémenstruel, enfin, même trouble dysphorique prémenstruel, c'était terrible. En fait, j'ai commencé à pas me sentir bien la semaine avant mes règles, et puis après, c'était vraiment les 2 dernières semaines du cycle j'étais déprimée. En fait, j'avais l'impression de faire une dépression. Donc ça fait quand même la moitié du temps, hein, 2 semaines par mois, donc ça revient très très vite. Et puis après, du coup, j'étais épuisée, donc la semaine d'après, fallait que je récupère, et en fait, il y avait une semaine qui était à peu près in the clear, et ça reprenait. Donc c'est vraiment ça en fait qui m'a mis sur le chemin de l'anxiété, et de aussi voilà la nutrition, et de voir qu'on pouvait faire quelque chose. Donc peut-être sur ce sujet, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent et qui ont aussi ce syndrome prémenstruel dont on parle de plus en plus. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être ce qui se passe quand il y a syndrome prémenstruel? Est-ce qu'on peut dire que c'est pas normal, le syndrome prémenstruel? Est-ce qu'on est OK pour dire ça? On est OK pour dire ça, concrètement, complètement OK. Alors, dans une certaine mesure, néanmoins, c'est normal de ne pas se sentir forcément toujours de la même énergie, de la même humeur tout le temps, parce que nos hormones sexuelles qui fluctuent selon le cycle menstruel ont un impact au niveau de tous les aspects du corps, hein. Ce ne sont pas que des hormones sexuelles. Et donc typiquement, l'estrogène va nous booster au niveau de l'énergie, la progestérone va nous rendre un petit peu plus cocooning, pas trop envie de sortir, moins d'énergie. Donc c'est normal avant les règles de pas avoir la méga pêche, et c'est ok. Mais bien évidemment, ce qui est pas normal, c'est de se sentir pas du tout bien, et notamment au niveau émotionnel, comme tu le dis, mais pas que, hein, parce que le syndrome prémenstruel, ça peut aussi être des maux de tête, des seins qui font super mal au point de même pas pouvoir s'habiller, tellement juste le fait que ça passe sur les seins, ça fait super mal. Ça peut être à fleur de peau, être particulièrement sensible, émotive, et alors, comme tu disais, avoir l'impression d'être carrément en dépression, être en colère, ça peut être se faire de la rétention d'eau aussi, c'est plein de choses, et parfois c'est 1 jour ou 2 jours avant les règles, parfois c'est 2 semaines avant les règles, enfin voilà, comme tu dis, ça revient super vite, et il y a finalement pas beaucoup de temps où on se sent à peu près bien. Donc c'est vraiment pas normal, et ça se gère, ça se règle, et Dieu merci. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Moi, j'aime bien prendre la comparaison des douleurs de règles, voilà, de la manière que c'est normal de sentir que quand on a des règles, ça travaille dans le bas-ventre, hein, et voilà, c'est pas rien, hein, ce qui se passe, vraiment, le sang se détache et coule, donc c'est normal de sentir que ça remue, mais c'est pas normal d'avoir mal, et encore moins de ne pas pouvoir aller vivre sa vie et travailler. Donc c'est un peu la même chose au niveau du syndrome prémenstruel. Alors pourquoi on a le syndrome prémenstruel? Ça peut être beaucoup de choses, mais au premier niveau, j'ai envie de dire, c'est souvent un déséquilibre entre estrogène et progestérone, qui sont peut-être les 2 hormones sexuelles majeures qui régissent notre cycle menstruel. Alors ça peut être trop d'estrogène et une progestérone correcte, ou une progestérone trop faible et un estrogène correct, hein. C'est une histoire de ratio. Et il peut y avoir du coup 2 scénarios différents. Après, c'est une chose de se dire, ok, j'ai un déséquilibre estrogène-progestérone et ça contribue à mon syndrome prémenstruel, mais encore faut-il se demander pourquoi moi j'ai un déséquilibre estrogène-progestérone. Et du coup, c'est mon métier d'aller au-delà de ça, parce que finalement, les déséquilibres hormonaux, ce ne sont que des symptômes des règlements plus profonds. Et à cette question, il peut y avoir plein de réponses différentes, parce qu'on est toutes uniques, hein. On est toutes faites pareil, de bras, de jambes, mais à l'intérieur, biochimiquement, on est unique. Et puis on a eu toute une histoire jusqu'à ce jour-là, et finalement, il se passe pas la même chose à l'intérieur de nous. Quand on lit des choses comme ça sur la progestérone, on peut voir dans des articles, ou peut-être que vous avez déjà lu si vous nous écoutez, on dit cette hormone c'est qualifié d'antidépresseur naturel. Enfin, je sais que moi j'ai déjà pu lire ça. Donc est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on peut faire ce raccourci de s'il n'y a pas assez de progestérone, alors en relation à l'œstrogène, on a bien compris que c'est une question de ratio,
égale anxiété, ça veut dire est-ce que on a plus de chances d'être anxieuse quand il n'y a pas assez de progestérone en relation avec l'œstrogène? Complètement, 100%. Effectivement, je disais tout à l'heure, les hormones sexuelles ne sont pas que sexuelles, et un exemple typique, c'est la progestérone, qui va jouer un rôle sur nos neurotransmetteurs. C'est ce pseudo-hormone, on va dire, qui font que notre système nerveux fonctionne. Typiquement, la progestérone, elle va se transformer, une fois qu'elle a été créée, en un métabolite qu'on appelle allo, A2LO, qui veut dire allopregnanolone. Et l'allo, en fait, va potentialiser l'effet d'un neurotransmetteur qui s'appelle le GABA. Le GABA, c'est un neurotransmetteur inhibant, calmant, qui peut nous faire sentir bien, tout va bien, on est relaxé. Donc forcément, s'il n'y a pas assez de progestérone, le GABA va pas être assez activé en quelque sorte, et donc on va être peut-être prédisposé à être anxieuse ou ne pas se sentir super bien, être un peu en colère, irritable ou autre. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ce moment d'avant les règles où potentiellement on n'a pas assez de progestérone et donc un syndrome prémenstruel potentiellement lié à de l'anxiété et une déprime. Il y a aussi cette fameuse période avant la ménopause qu'on appelle la périménopause, cette période d'environ 3 à 10 ans avant l'arrêt des règles au total, mais pendant laquelle il y a plein de fluctuations hormonales, et notamment à ce moment-là, la progestérone chute libre du coup, et c'est très très fréquent qu'à cette période, les femmes se sentent beaucoup plus anxieuses, déprimées, voire en dépression, à cause notamment, entre autres, de cette progestérone qui chute. Donc complètement, la progestérone, c'est un peu notre hormone antidépressive, en quelque sorte. Et donc il y a cette période de la périménopause, et il y a en deuxième partie de cycle aussi, où on a potentiellement moins de progestérone, c'est ça, après l'ovulation, ça? Alors, au contraire, en fait, à partir de l'ovulation, on est censé produire de la progestérone. Okay. Avant l'ovulation, on n'en produit pas. À partir de l'ovulation, qu'est-ce qui se passe? Donc, t'as un des deux ovaires qui s'ouvre, qui laisse sortir un ovule, et c'est cet ovule qui produit de la progestérone, comme si c'était une glande endocrine à part entière. Donc cet ovule produit de la progestérone, et au bout d'un moment, si il n'y a pas de spermatozoïde, il n'y a pas de fécondation, il n'y a pas de grossesse, finalement l'ovule se désintègre, et comme c'est lui qui produit la progestérone, boum, la progestérone chute. Donc on est censé, à partir de l'ovulation, produire beaucoup de progestérone jusqu'à ce qu'elle chute et que cette chute déclenche les règles. Mais alors, déjà, à la chute de progestérone qui déclenche les règles, forcément là, typiquement un jour avant, 2 jours avant, on peut être susceptible à être très anxieuse, mais il est possible que on n'ovule pas et donc on produise pas du tout de progestérone, ou il est possible qu'on ait une ovulation de pas très très bonne qualité et du coup l'ovule ne va pas produire énormément de progestérone, ou alors on n'a pas beaucoup de matières premières pour produire la progestérone, et du coup même si l'ovule est bien, il est là, on va avoir du mal à en produire suffisamment et donc on n'en a pas assez. Ou alors on en produit suffisamment, mais effectivement c'est l'estrogène qui est beaucoup trop élevé, et du coup là c'est une histoire de ratio, c'est pas la progestérone le problème, mais il y a trop peu de progestérone par rapport à l'estrogène. Donc ça peut être un petit peu tout ça. Et donc, ce qui peut faire que, du coup, il n'y a pas assez de progestérone qui est produite, c'est quoi? C'est ce stress chronique, une mauvaise alimentation, justement, tout ce qui est un peu les lifestyle factors, ces facteurs de mode de vie, c'est ça? Alors, ça peut être plein de choses. Effectivement, quand on est stressé, anxieux, notre corps va produire a priori l'hormone du stress, cortisol. Et en fait, cortisol et progestérone sont produites à partir de la même hormone mère, la pregnénolone, qui elle-même vient du cholestérol. Donc voilà, à partir de la pregnénolone, ça se divise en deux, et soit on produit du cortisol, soit on produit de la progestérone. Alors on peut produire un petit peu des deux, mais en général, quand on est stressé, notre corps va favoriser la production de cortisol, parce que le stress est la priorité, et limiter, voire inhiber la production de progestérone, parce que quand on est stressé, la priorité c'est pas de faire des bébés. Donc c'est pas de produire ces fameuses hormones qui posent les conditions de la grossesse. Et heureusement, effectivement, c'est un mécanisme de survie, et c'est heureusement qu'on est fait comme ça. Mais malheureusement, de nos jours, on est stressé comme des fous, et pas parce qu'un lion nous court après pour nous dévorer. Et du coup, c'est tout le temps, et c'est infini, et c'est l'enfer, quoi. Et c'est ce fameux vol de progestérone, parce que j'avais lu des choses un peu contradictoires sur ça. Mais ok. Bon. On parle de progesterone steal, donc vol de progestérone, mais en réalité, on ne vole pas du tout la progestérone, c'est juste que le corps va favoriser un pathway, une réaction chimique, celle qui produit du cortisol, plutôt que la production de progestérone, quoi, en gros. Ok. Donc, ça, c'est si on produit pas assez de progestérone, finalement, et qu'est-ce qui peut faire qu'on est en excès d'œstrogène? Donc, si on est en excès d'œstrogène, c'est toujours en ratio avec cette progestérone. Donc, de facto, s'il n'y a pas assez de progestérone, on peut se retrouver en excès d'œstrogène, ça, on a compris. Et si on a une progestérone qui est bien,
qu'est-ce qui peut faire qu'on a trop d'œstrogène? Est-ce que c'est là où les perturbateurs endocriniens, on en parle? Est-ce qu'il y a un lien? Ouais. On en parle. C'est l'occasion parfaite. Alors effectivement, on peut avoir trop d'estrogène à la fois parce qu'on en produit trop et à la fois parce qu'on l'élimine mal. Parce que comme pour tout dans le corps, ce qu'on utilise, ce qui est utilisé ou ce qui est en trop, faut le mettre à la poubelle. Hein. Sinon, c'est comme dans nos maisons, si on met pas la poubelle dehors, c'est plus vivable. Et c'est la même chose dans le corps. Et alors typiquement, l'estrogène, une fois qu'on l'a utilisé, on va le mettre à la poubelle via plein d'étapes de réaction en chaîne. Ça commence par le foie. Le foie, ça filtre du sang en permanence et ça va retirer du sang les déchets, ce qu'on appelle les toxines, et dont les estrogènes usés ou même en trop. Et le foie va transformer les estrogènes en métabolites estrogéniques facilement excrétables par la suite par les étapes suivantes. Ensuite, les estrogènes prêts à être mis à la poubelle sont mis dans la bile, un liquide produit au niveau du foie qui est un peu comme un camion poubelle si tu veux, qui va véhiculer du coup les estrogènes usés en trop du foie vers les intestins pour qu'une fois dans les intestins, ces estrogènes usés en trop aillent dans les selles et soient évacués quand on va à la selle. C'est un petit peu le parcours de l'élimination de l'estrogène, ce qu'on appelle la détox de l'estrogène, sauf que à n'importe quelle étape ça peut bloquer pour plein de raisons différentes et peu importe l'étape où ça bloque, ou les multiples étapes où ça bloque, forcément ça va empêcher la bonne élimination de l'estrogène. Du coup, l'estrogène s'accumule et on n'en sort pas et c'est un cercle vicieux et on se retrouve avec trop d'estrogène. Donc ça peut bloquer au niveau du foie, ça peut bloquer au niveau de la bile, ça peut bloquer au niveau des intestins. Typiquement, si on est constipé, si on va pas à la selle régulièrement, les estrogènes qui sont dans les selles à attendre, d'une certaine manière, de manière imagée, ils vont perdre patience et finalement retraverser la membrane intestinale et retourner dans le sang. Et du coup, tout le travail du foie, de la bile aurait été vain et ça recommence. On revient à la case départ. Ou alors, on a dans le microbiote intestinal, donc ces fameuses bactéries qui sont dans l'intestin, des bactéries qui justement, on appelle ces bactéries l'estrobolome parce que ça nous permet justement de bien évacuer l'estrogène. Ou alors on peut avoir des mauvaises bactéries qui produisent une certaine enzyme qui, comme quand on est constipé, va reprendre les estrogènes des selles pour les remettre dans la circulation sanguine. Et du coup, c'est toujours la même histoire. Ça retourne dans le sang, ça s'accumule et on s'en sort pas. Et alors ce qui peut bloquer au niveau du foie aussi, c'est ces fameux perturbateurs endocriniens qui vont donner beaucoup de travail au foie parce que ces perturbateurs endocriniens, donc ces substances qui sont dans notre environnement, qu'on inhale, qu'on avale, qui rentrent dans notre organisme par voie transcutanée, sont considérés comme des déchets par le foie, qui a d'autant plus de travail qu'il y en a énormément dans notre environnement aujourd'hui. Et forcément, un foie qui a trop de travail, c'est comme nous, il va finir par être un petit peu en burn-out et donc à pas faire son travail correctement. Et donc, pas faire son travail correctement, ça veut dire ne pas éliminer les estrogènes correctement. Et puis par ailleurs, les perturbateurs endocriniens, en plus de bloquer la bonne élimination de l'estrogène, peut potentialiser l'activité estrogénique de notre corps, puisque certains d'entre eux, qu'on appelle les xénoestrogènes, xéno pour étranger, estrogène pour estrogène, ont une structure assez semblable à notre estrogène et donc ont la forme parfaite pour s'emboîter dans les récepteurs de l'estrogène. Et une fois emboîtés dans nos récepteurs de l'estrogène, ils vont moduler l'action, l'activité estrogénique de notre corps et très très souvent dans le mauvais sens, ça va vraiment l'augmenter. Et du coup, on se retrouve avec trop d'estrogène dans notre corps. Donc ça agit de manière néfaste des deux extrémités de ce métabolisme de l'estrogène, malheureusement. Alors après, il y a plein d'autres choses. Typiquement, quand on a des kilos en trop, faut savoir qu'on a la capacité de produire d'autant plus d'estrogène parce que ces cellules adipeuses sont des petites usines à produire de l'estrogène. Donc à prendre en compte. Et puis l'inflammation, c'est un des outils de notre système immunitaire qui nous permet de réparer les bobos rapidement, entre guillemets. Quand il y en a trop et partout, ça peut potentialiser l'effet de l'estrogène, surproduire l'estrogène, ou alors il y a des aliments qui vont avoir cette capacité inflammatoire et à faire flamber l'estrogène. Je pense à l'alcool, au sucre, à ce genre de choses. Après, on peut avoir aussi certaines substances du système immunitaire comme l'histamine, qui sont nécessaires à plein d'égards, mais qui ont la capacité d'engendrer la production d'estrogène. Et quand il y a trop d'histamine, il y a trop d'estrogène et qui à son tour génère trop d'histamine et c'est un cercle vicieux. Encore une fois, on adore les cercles vicieux en biologie. Donc ça peut être plein de choses parmi celles que j'ai citées. Donc c'est jamais simple, tout est complexe, mais sinon je ferais pas ce métier. Mais voilà, ça te donne une petite idée.
Yes, merci beaucoup pour ce panorama. C'est intéressant ce que tu dis aussi juste sur le point de l'élimination qui est peut-être le point le plus simple où les personnes qui nous écoutent, vous pouvez commencer à voir si vous avez un transit qui élimine bien ou pas. Ça, c'est assez simple de voir voilà, si on a ça ou pas. Et c'est intéressant en relation avec le système nerveux aussi parce qu'on sait que quand on est en sympathique, en suractivation sympathique ou quand on parle de cette hyperactivation inconstante, on a tendance justement à être constipé. Donc c'est là où on a un premier lien. C'était ma question d'après, on y a un peu répondu déjà. Que fait le stress chronique à nos hormones? Déjà là, il y a un premier lien. Si je retiens tout le temps, et ben j'ai ce ratio comme ça qui est déséquilibré. Complètement, le stress ça dérègle tout, hein. Donc tu parlais de système sympathique, effectivement, notre système nerveux est un peu divisé en deux grandes branches. Ce système nerveux sympathique qui est un peu le mode stress, le mode urgence, et le système nerveux parasympathique, un peu le mode détente. Et les deux ne sont jamais allumés en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre, et notre corps, il est fait pour que la majorité du temps, on soit en mode détente, en système nerveux parasympathique. Pourquoi? Parce que c'est le mode nerveux qui permet à notre corps de s'occuper de ce que j'appelle les affaires courantes. Donc, de bien digérer, d'absorber, de s'occuper justement de notre fertilité, de l'ovulation du cycle menstruel, de notre bonne immunité, de réparer les tissus, de se débarrasser des déchets, de faire, tout ce qu'on doit faire. Et quand on est en mode urgence, en mode sympathique, là, eh bien, toute notre physiologie est dédiée à faire en sorte qu'on puisse combattre le stress quel qu'il soit, au détriment des affaires courantes, qui sont du coup en pause. Et donc, si on est en mode stress, avec parcimonie, par-ci par-là, c'est ok, hein, c'est un mécanisme de survie, et on est là en tant qu'espèce humaine grâce à ça aussi aujourd'hui, mais si le système nerveux sympathique d'urgence est on tout le temps, tout le temps, les affaires courantes sont en pause. Donc on imagine bien que quand on commence à mal digérer, mal absorber, pas forcément mettre la priorité sur le cycle menstruel, que le système immunitaire n'est pas la priorité non plus, c'est un peu... c'est soit le point de départ, soit ce qui alimente considérablement tout ce qui peut aller mal dans le corps, peu importe notre problème en fait. Donc ça dérègle tout. Et au niveau hormonal, je disais tout à l'heure, quand on est stressé, la priorité c'est de produire du cortisol. L'hormone du stress, c'est pas la progestérone, l'hormone qu'on produit à partir de l'ovulation. Mais au-delà de ça, finalement, quand on est stressé, ça peut aussi faire flamber l'activité estrogénique du corps, ça peut réduire l'activité de notre thyroïde, qui est une glande dans notre gorge qui produit des hormones thyroïdiennes qui, elles, ont un impact considérable sur nos hormones sexuelles. Ça fonctionne en synergie. Et quand la thyroïde est un petit peu ralentie, eh bien, ça peut contribuer à tous les problèmes de cycle, de fertilité, d'ovulation, même de fausses couches qui existent. Qu'est-ce que ça peut faire d'autre? Ça peut aussi potentialiser l'activité de nos hormones androgènes, les hormones qu'on associe au masculin, parce qu'il y a la testostérone, entre autres, il y en a plein d'autres, mais nous, en tant que femmes, on a aussi toutes ces hormones androgènes, et quand on est stressé, on produit non seulement du cortisol, mais aussi des hormones androgènes qui peuvent potentiellement inhiber l'ovulation, retarder l'ovulation, et donc forcément, ça a un impact sur tout ça. Ouais, moi j'aime bien, tu sais, utiliser cette image toute simple où je me dis, le système nerveux, il détecte ce danger, là, on a cette fameuse neuroception, et donc on reste en sympathique dans cette hyperactivation ou en hypo aussi activation, mais en tout cas pas dans cet état de régénération dont tu parles, et c'est comme si, tu vois, j'imagine le système nerveux qui va voir tous les autres systèmes et qui dit, ok, qu'est-ce que tu peux abandonner, toi, donne-moi un peu de ça, donne-moi un peu d'énergie, donc du coup, l'immunité, elle est pas au top, les hormones sont pas au top, etc., et ça fonctionne un petit moment comme ça, jusqu'à ce que tous les autres systèmes ils commencent à dire en fait on peut plus fonctionner comme ça et ça commence à se détraquer. C'est un peu comme ça que je m'imagine ce stress chronique et de l'autoprotection active, hein, en fait, ce danger permanent. Le dérèglement hormonal, c'est finalement la partie immergée de l'iceberg. Dans ta pratique, qu'est-ce que tu regardes un petit peu comme paramètres? Je vais lier aussi, je sais que dernièrement sur les réseaux sociaux, tu as commencé une petite série avec les questions que tu poses aux personnes qui viennent te voir, les questions surprenantes, donc c'est intéressant. Tout justement, je sais que tu prends en compte aussi le système nerveux, les éventuels traumas. Voilà, qu'est-ce que tu regardes un peu comme paramètre quand il y a une personne qui arrive à toi avec tout son panel, j'imagine, de problématiques? Très bonne question. Je pourrais passer des heures à y répondre. Parce qu'effectivement, je vais déjà comprendre quels sont les potentiels déséquilibres hormonaux et me demander, pourquoi toi, tu as tel déséquilibre hormonal, d'où ça vient, pourquoi. Et puis le pourquoi peut être posé plein de fois. Hein. Moi, j'aime bien prendre l'image de l'oignon. Finalement, les symptômes, c'est la peau. On enlève la peau, tiens, il y a un déséquilibre hormonal, mais si on creuse pas plus loin, on va pas arriver potentiellement à régler le problème sur le long terme. Et puis finalement, il y a beaucoup de couches à ouvrir
dans l'oignon et l'idée c'est d'arriver au centre de l'oignon. Donc c'est un peu mon travail d'investigatrice, si tu veux, en tant que nutrithérapeute. Et alors, de manière générale, il y a certaines causes profondes, ce que j'appelle les causes profondes, les causes racines, des déséquilibres hormonaux qui reviennent assez souvent. Alors ça peut être typiquement, tu vois, ce que j'appelle les infections chroniques. Les infections chroniques, c'est certaines bactéries ou parasites ou virus ou prolifération fongique qui se baladent dans nous, qui prolifèrent à outrance et sans qu'on s'en rende compte, finalement nous rendent malades. Mais c'est quelque chose qu'on ne regarde pas souvent parce qu'on se dit non, je sais, c'est pas comme quand je suis malade parce que j'attrape un rhume et je sais que je suis malade. C'est quelque chose d'assez sournois en fait. On appelle ça les stealth infections en anglais, c'est sournois, c'est là un petit peu de manière sous-jacente, mais en fait ça peut vraiment affecter notre santé de manière négative. Ou alors ça va être tout un tas d'intrus entre guillemets, donc des métaux lourds, des corps étrangers dans le corps comme des implants, les fameux perturbateurs endocriniens qui font que la charge toxique est telle que le corps ne sait plus faire. Ça peut être aussi purement des déséquilibres nutritionnels, ça peut être des carences parfois très très creusées, ou ça peut être un petit peu comme cette histoire d'hormones, des déséquilibres entre minéraux, parce qu'en fait c'est des minéraux antagonistes, contraires ou synergistiques, donc parfois c'est pas une question de carence ou pas carence, parfois c'est une question de ok, il y a trop de l'un, pas assez de l'autre, même s'il n'y a pas de carence, et du coup ça va impacter, je sais pas, la thyroïde, les ovaires, le système nerveux, etc. Ça peut être aussi des problèmes au niveau cellulaire pour utiliser les hormones, parce que c'est vrai que souvent, pour se demander, ok, j'ai quel déséquilibre hormonal, la première chose à laquelle on pense, c'est de faire une prise de sang pour voir telle hormone dans le sang à tel moment du cycle menstruel. Sauf qu'en fait, tant que c'est dans le sang, ça ne sert à rien tout ça, que ce soit des hormones ou des minéraux. Typiquement, en fait, pour que ça serve à quelque chose, il faut que ça sorte du sang et que ça rentre dans les cellules. C'est un peu comme nous, quand on est sur l'autoroute, finalement, on est dans notre véhicule. L'autoroute, c'est le sang, et nous, on est l'hormone, le minéral dans notre voiture. Tant qu'on sort pas de l'autoroute, c'est sans fin, et on rentre pas chez nous, et on fait pas ce qu'on a à faire. Voilà, c'est pareil, il faut que ça rentre dans les cellules. Et parfois, ça rentre pas bien dans les cellules, ou parfois, ça rentre dans les cellules, mais une fois dans les cellules, c'est pas utilisé correctement, c'est désactivé. Donc souvent, c'est aussi beaucoup de problèmes au niveau cellulaire, qu'on a du mal à identifier, du coup, parce qu'on pense souvent au sang. C'est notamment quelque chose qu'on appelle en anglais le Cell Danger Response. Donc c'est quand ta cellule, en fait, elle est en stress. Donc de la même manière qu'au niveau macro, nous, quand on est stressé, notre physiologie se focus sur le stress au détriment des affaires courantes. Au niveau cellulaire, c'est la même chose. Au niveau micro, la cellule se focalise sur se défendre du stress en question, et le stress peut être 1000 choses différentes, au détriment de, justement, au niveau cellulaire, faire en sorte d'accepter ce qui doit rentrer dans les cellules, de les utiliser, de produire des protéines, de mettre dehors ce qui doit être mis à la poubelle. Et du coup, au niveau cellulaire, ça bloque, et forcément, de fil en aiguille, par ricochet, au niveau macro, ça peut pas aller, et du coup, on a plein de symptômes, et potentiellement des maladies. Et puis ça va être typiquement ce que tu dis et ce dont tu t'occupes, c'est stress, trauma, déséquilibre du système nerveux, système limbique, nerf vague, peu importe par quel bout on le prend et comment on veut l'appeler, mais voilà tout ce lot de choses qui vont finalement nous programmer pour être en stress chronique, pour être en alerte tout le temps, et qui forcément nous mettent en sympathique tout le temps et nous mettent en je gère le stress au détriment de faire ce qui peut me maintenir en bonne santé, me faire être en santé optimale. Alors, c'est pas mon métier, à mon grand malheur, j'aimerais bien faire ça aussi. Parce que du coup, voilà, ça pose des limites à ce que je peux faire pour mes clientes, et de toute façon, la santé, c'est un tout, et c'est pourquoi, c'est bien de travailler en équipe et d'avoir d'autres praticiens à recommander, justement, pour faire tout à la fois. Et de toute façon, moi, je le vois, les clientes qui ont le plus de résultats, c'est celles qui acceptent déjà d'accepter que oui, potentiellement il y a un déséquilibre du système nerveux, elles acceptent de creuser parce que c'est peut-être bien moins évident que de prendre des compléments alimentaires et de changer son alimentation, et de faire ce travail en profondeur, et vraiment quand on fait les deux à la fois, c'est assez magique, quoi, ça se débloque beaucoup plus vite. Ouais, et elles sont déjà puissantes, ces questions, et de ta part, parce que sûrement une personne peut-être qui vient de voir s'attend pas à avoir ces questions, et ça ouvre des champs, effectivement, et c'est intéressant ce que tu dis. Ce à quoi je pensais en t'écoutant parler, c'est que souvent cette dérégulation, cette hyperactivation ou hypoactivation, c'est presque en dehors de notre conscience. Souvent c'est souvent depuis l'enfance, donc en fait c'est ma nature, c'est comme ça que je fonctionne, j'ai l'impression que presque c'est ma personnalité, et donc c'est pour ça que ces questions elles sont vraiment puissantes, parce qu'elles viennent dire tiens, et s'il y avait autre chose en fait, et si c'était pas ça, l'état régulé, harmonieux, où je peux me sentir vibrante, voilà, de santé aussi. Complètement. C'est intéressant, tu parlais des minéraux, je voulais revenir
un tout petit peu sur les minéraux parce que j'ai pas travaillé beaucoup avec le test HTMA, mais un petit peu, et je trouve que c'est un outil formidable, je trouve ça magnifique. Donc je sais que tu utilises beaucoup de tests fonctionnels, peut-être que tu peux en dire quelques mots, le test Dutch, voilà, des tests qui sont pas forcément très connus en France. C'est quoi peut-être la différence de ces tests fonctionnels justement avec une prise de sang, et pourquoi c'est plus intéressant? Et voilà, le lien entre minéraux et hormones, t'en as un petit peu parlé déjà. Alors effectivement, je vais utiliser une panoplie de tests quand c'est pertinent et quand voilà, la cliente est ouverte et qu'il y a une raison à faire un test. Et j'utilise effectivement beaucoup ce test HTMA qui veut dire Hair Tissue Mineral Analysis. Donc on va voir à l'intérieur des cheveux le statut nutritionnel en minéraux et aussi la teneur cellulaire en métaux lourds. Et donc comme on l'évoquait tout à l'heure, en fait ça c'est une image beaucoup plus fidèle de notre statut nutritionnel plutôt que de faire une prise de sang et de mesurer des vitamines, des minéraux, parce que là aussi, le sang n'est qu'un véhicule finalement. Tant que tout ça est dans le sang, ça ne sert à rien. Et souvent, malheureusement, on a peut-être beaucoup, voire trop d'un minéral dans le sang, d'une vitamine dans le sang, mais au niveau cellulaire, il y a une réelle carence. Et du coup, on passe totalement à côté en faisant une prise de sang, en s'arrêtant là. Ou alors, on se dit, ok, j'ai pas assez de tels nutriments dans mon sang, donc je me supplémente, alors qu'il y en a suffisamment dans la cellule, et du coup, là aussi, il peut y avoir un déséquilibre à l'inverse. Donc, c'est ça qui est intéressant dans ce fameux test de cheveux. On va voir ce qu'il y a au niveau cellulaire, en termes notamment de minéraux, et les minéraux, c'est la base. C'est vraiment, sans ça, on ne peut pas fonctionner. Les minéraux, les vitamines, c'est vraiment le carburant de chaque réaction chimique qui a lieu chaque seconde dans notre corps, dans chaque cellule. Et du coup, forcément, c'est comme une voiture, s'il n'y a pas de fuel dedans, ça n'avance pas, les cellules, c'est pareil, les réactions chimiques, c'est pareil. Alors, ça a l'air tout petit, ces petites réactions chimiques qui sont dans nos cellules, mais c'est ça qui fait que, cumulé, on peut se lever le matin, on peut respirer, on peut fonctionner. Donc, c'est vraiment la base de la santé et ça concerne absolument tout le monde, C'est pour ça que, à mon sens, on devrait tous faire ce test 2 fois par an pour voir un petit peu où on en est. Et du coup, mon travail, c'est justement d'aller voir, qu'est-ce qui cloche et d'utiliser des outils nutritionnels pour rétablir l'équilibre au niveau cellulaire, parce que c'est encore une fois le point de départ. Et puis, alors, j'évoquais les métaux lourds rapidement, mais les métaux lourds, on en a tous malheureusement. On vit dans un monde où les métaux lourds circulent. C'est comme ça, parfois on est avec parce qu'on hérite de ceux de notre mère. Et ils n'ont rien à faire à l'intérieur de nous et ils sont tout le temps néfastes, même à de petites doses. C'est comme les perturbateurs endocriniens, il suffit de rien du tout pour que ça nous perturbe. Et puis une fois qu'on les a à l'intérieur de nous, au niveau cellulaire, ça bouge difficilement en fait. Donc c'est assez difficile de s'en débarrasser. Mais on peut, et ça peut perturber en fait les minéraux. Ça peut remplacer les minéraux en cas de carence en minéraux, ça peut rentrer en compétition avec eux, interférer avec la fonction des minéraux de manière négative, toujours en causant toutes sortes de problèmes hormonaux ou autres. Voilà, il n'y a pas que les hormones qui sont concernées. Et alors j'utilise ce test de cheveux, mais je suis amenée à utiliser d'autres tests éventuellement, notamment un test de sel qui s'appelle le GI Map, parce que effectivement tu disais quand on a notre système nerveux en généralement au niveau du transit ça coince un petit peu. Et pas que, il n'y a pas que le transit, il y a toutes les autres fonctions digestives, toutes les étapes de la digestion. Et c'est un test qui utilise une technologie qui va chercher en fait l'ADN des micro-organismes, donc est assez sensible, et qui va nous montrer beaucoup de choses qui se passent dans nos intestins, même si il n'existe pas de test 100% complet, mais on voit énormément de choses, et c'est là qu'on peut identifier potentiellement des infections chroniques, des problèmes au niveau de la bile, des bactéries qui peuvent empêcher l'élimination de l'estrogène, la capacité à absorber, plein de choses. Donc ça m'arrive aussi, et je trouve que c'est un bon combo, le test HTMA avec les minéraux dans les cheveux et le test de cheveux, parce que forcément quand on a typiquement des carences ou quoi, ok, peut-être que c'est parce qu'on n'absorbe pas, ok, mais quel est le problème d'absorption, ou je n'absorbe pas, pourquoi? Et donc c'est un bon combo. Et puis tu parlais du Dutch test, alors ça c'est un test urinaire qui nous fait voir les métabolites hormonaux dans les urines, ce qui est plus intéressant effectivement qu'une prise de sang, même s'il faut commencer par là, parce que on a le degré supérieur, d'autant plus que c'est ultra complet. On peut voir vraiment beaucoup de métabolites hormonaux, plus que dans le sang. On peut voir l'activité des enzymes qui transforment telle hormone en telle autre. On peut avoir aussi une idée de certaines vitamines, minéraux au niveau cellulaire via l'urine aussi. Donc ça peut être intéressant pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau hormonal. Donc voilà, toute une panoplie de tests qui nous permettent aussi de voir les choses noir sur blanc, d'éviter de tourner autour du pot parce que parfois c'est pas forcément évident de savoir ce qui se passe. Et puis aussi du point de vue de
de la personne que j'accompagne, en général, c'est hyper rassurant et soulageant d'une certaine manière de voir que oui, en fait, il y a un truc qui va pas. Et en fait, c'est pas que dans ma tête cette histoire, je ne suis pas folle. Au niveau biochimique, bah oui, il y a des problèmes et du coup, bah on sait sur quoi agir. Et enfin, j'ai une explication parce que voilà, beaucoup de personnes qui galèrent avec des problèmes chroniques, ben sont un peu en errance et voilà, beaucoup de prises de sang justement qu'elles font sont nickel, donc on leur dit bah tout va bien, rentrez chez vous, bah oui mais je rentre chez moi avec mes symptômes et du coup bah je suis un peu, je sais pas quoi faire, donc ça fait du bien aussi de voir des choses qui vont pas. Ouais, et puis c'est intéressant ce que tu dis avec la prise de sang. Moi, je sais plus quand c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, j'ai eu une crise de calcul dans la vésicule biliaire. Bon, bref, j'ai eu l'inflammation en flèche et tout. Et c'était super intéressant parce qu'ils m'ont fait faire une prise de sang. Personne savait ce que j'avais. Ils m'ont fait faire une prise de sang et ils m'ont refait faire une la même 48 heures après. C'était complètement différent. Donc en fait, et c'est logique. Enfin, le sang il circule et c'est tellement changeant. Donc c'est comme un peu une photographie comme ça à 24 heures, alors que les cheveux, finalement, on a un panorama sur les 3-4 derniers mois. Donc c'est beaucoup plus pertinent aussi, rien que voilà, juste pour le comprendre simplement comme ça. Et ça m'avait marqué du coup cet épisode de la prise de sang, parce que je me suis dit ah oui, effectivement, c'est vraiment c'est par là qu'on commence, mais c'est pas forcément le full spectre quoi de ce qu'on aimerait voir. Et sur l'HTMA, pour la petite histoire, et je le redis vraiment ici, si jamais c'est vous, ce qui m'a mise moi sur le chemin du HTMA, c'est pas moi, c'est mon mari, qui a commencé à aller très très mal. On savait pas du tout ce qu'il avait. Il a commencé à avoir des crises de panique au supermarché, allongé dans le canapé sans rien pouvoir faire. Il se sentait mal après chaque repas, on comprenait pas pourquoi. Peu importe ce qu'il mangeait, tu vois, donc on n'arrivait pas à lier à un aliment, on disait mais qu'est-ce que c'est de ça? Et à ce moment-là, je lisais un livre de Mark Hyman, qui est un médecin fonctionnel aux États-Unis, et lui qui parle beaucoup des métaux lourds et de l'intoxication au mercure notamment, parce qu'il a vécu en Chine et qu'il mangeait beaucoup de thon, enfin bref, il a eu une grosse intoxication au mercure, et tout collait, tu vois, tout collait. Je lisais ce livre et je me disais mais c'est pas possible. Et donc bien sûr, il était allé voir 3 fois le médecin qui lui disait tout va bien, vous êtes sûr, vous êtes pas dépressif, il voulait lui donner des antidépresseurs, et moi je lui disais mais c'est sûr c'est pas ça. Et c'est comme ça en fait que j'en suis arrivée au HTMA, que j'ai vu que, donc aussi petite note, faites-vous accompagner par un praticien, parce que c'est pas parce que le magnésium il est haut sur le HTMA que ça veut forcément dire que le magnésium est haut, donc c'est assez complexe à interpréter, et que du coup je me suis formée sur spécifiquement ce test-là, le HTMA, pour comprendre en fait, tu vois, et donc voilà. Et ça venait de plombage dans les dents en fait. Donc, si vous avez des plombages dans les dents et que vous avez plein de symptômes un peu bizarres, voilà. Je pense qu'on le dira jamais assez, donc c'est vraiment important. Allez voir vos minéraux, allez voir vos hormones, allez vraiment tout voir. Oui, et puis je rebondis sur ce que tu dis, la santé dentaire, en fait, ça fait partie des grandes causes profondes de plein de choses. Parce que typiquement les matériaux qu'on utilise pour la dentisterie peuvent être problématiques chez certaines personnes qui sont sensibles, et par ailleurs en fait tous les travaux dentaires qui impliquent la chirurgie, de enlever une dent, de faire un trou, de mettre un implant ou de mettre peu importe ce qu'on fait, souvent quand on fait un trou et qu'on le rebouche, il y a des bactéries qui se logent dans le creux. On rebouche et en fait les bactéries créent une infection qui est souvent en fait dont on se rend pas compte parce que ça fait pas mal, ça gonfle pas, on le ressent pas, et ça peut durer des années et à créer pendant des années de l'inflammation chronique et qui va être potentiellement à la source de n'importe quel problème de santé qu'on peut avoir. Donc je plus sois, allez voir votre dentiste, posez-lui plein de questions et investiguer. Il y a toujours une raison. Aucun cas n'est désespéré, et comme ton mari, voilà, il fallait trouver. Et t'as trouvé. Ouais, je pense que tu vois, moi je demande toujours si les personnes ont des plombages dans les dents dans mon petit questionnaire de début. Je pense que je vais même élargir la question à est-ce que vous avez eu des travaux dentaires de façon générale. Oui, ne serait-ce que le retrait des dents de sagesse, ce qui concerne beaucoup de gens. Oui. Ça peut être juste ça. Complètement. Une question, on passe des dents à l'estomac. Ouais. On voyage dans le corps, Toutes les personnes que j'accompagne, vraiment, toutes les personnes que j'accompagne, et ça c'est même pas 99%, c'est 100%, elles ont des problèmes digestifs. Je pense qu'il n'y a pas une personne où je lui dis tout va bien, le transit, hein. Non, il y a quelque chose, des ballonnements, donc, et on sait, on dit souvent s'il y a le feu dans l'intestin, il y a le feu dans la tête, etc. On a déjà parlé du lien entre hormones et digestion avec le transit. Est-ce qu'il y a d'autres liens que le transit, le microbiote?
qu'est-ce que ça fait à nos hormones. Si, par exemple, quelqu'un qui a un intestin irritable, on entend ça souvent, hein, de plus en plus, l'intestin irritable, voilà, un mauvais transit, etc., qu'est-ce que ça va faire à nos hormones? Le premier niveau, c'est que quand ça se passe mal au niveau digestif, même si on n'a aucun symptôme, hein, même quand on n'a rien, il y a toujours quelque chose qui va pas. toujours. On n'absorbe pas vraiment ce qu'on mange. Et dans ce cas-là, j'aurais beau donner tous les compléments alimentaires qu'il faut, faire tous les changements alimentaires, la personne aura beau faire tous les efforts et toute la bonne volonté du monde, si on n'absorbe pas, il peut rien se passer, quoi. Et donc ça commence dès la bouche, hein, parce qu'effectivement si on mâche pas, et on parlait des dents, mais il faut mâcher, les dents elles sont là pour une raison, et ce qu'on mâche pas ne sera pas mâché au niveau de l'estomac. L'estomac n'a pas de dents, donc il faut commencer par là. Et puis après au niveau de l'estomac, il faut produire suffisamment d'acide gastrique pour absorber beaucoup de choses, mais aussi pour faire une barrière corrosive à tous ces micro-organismes qu'on ne souhaite pas avoir dans nous et avec lesquels on est en contact au quotidien, que ce soit les parasites, les mauvaises bactéries. Ça permet de les griller d'une certaine manière, hein, de faire en sorte que c'est mort. Donc ça ne peut pas rentrer à l'intérieur de nous. Alors quand on n'a pas assez d'acide gastrique, ce qui est super fréquent, on n'absorbe pas grand-chose et en plus on laisse la porte d'entrée ouverte à tous ces micro-organismes qui peuvent s'installer dans nos intestins et nous inflammer et nous manger ce qu'on mange à notre place, hein, parce que ces petites bêtes se nourrissent. D'ailleurs, c'est fréquent qu'on ait des carences chroniques en fer à cause de ça, parce qu'il y a certaines petites bêtes qui adorent le fer, et du coup on prend des compléments de fer, et celles qui en profitent, et nous non, et du coup ça remonte pas, et en fait on pense se faire du bien avec ces compléments, et en fait non, donc tout est vraiment assez complexe. Donc il y a l'estomac, puis après il y a le foie, le pancréas qui jouent un rôle aussi dans la digestion, dans la sécrétion de bile, d'enzymes digestives qui nous permettent d'absorber, là encore, à un deuxième degré, qui nous permettent justement d'avoir un transit régulier, de réguler naturellement le microbiote intestinal, de faire le ménage. Il y a aussi ce fameux complexe moteur migrant qui justement, une fois qu'on a fini de manger, passe un coup de balai dans les intestins pour éviter que des bactéries prolifèrent là où il faut pas. Et donc tout ça au niveau hormonal, c'est important, notamment au niveau de l'absorption, ce que je disais, au niveau de l'inflammation, au niveau de la perméabilité intestinale, l'intégrité de la paroi intestinale, parce que quand elle n'est pas intègre, eh bien elle peut laisser passer un petit peu n'importe quoi dans le sang, et forcément ça déclenche le système immunitaire, ça déclenche l'inflammation, et l'inflammation c'est le terreau des déséquilibres hormonaux, hein, quel qu'il soit, en fonction de notre susceptibilité génétique, de notre terrain. Chez nous, l'inflammation chronique, ça va déclencher trop d'estrogènes ou trop d'androgènes, et alors soit une chute de cheveux, soit une endométriose, peu importe, voilà, mais ça peut émaner en fait des mêmes contributeurs, et au niveau digestif, si ça se passe pas bien, c'est un peu là que tout commence, entre guillemets. En tout cas, il faut toujours regarder dans les intestins, et c'est pour ça que je travaille avec ce test intestinal, et même quand il y a 0 symptôme digestif, il y a toujours quelque chose, et jamais qu'une seule chose qu'on trouve sur ce test. Donc vraiment, c'est tellement primordial. Et au niveau de la santé mentale aussi, hein, tu le sais bien, tout ce qui se passe dans les intestins influe notre cerveau et inversement, donc c'est super important. Ouais, on est en fait, c'est quand on dit on est ce qu'on mange, c'est plus on est ce qu'on absorbe. c'est important d'aller voir à cet endroit-là. Ok. T'en as parlé un petit peu tout à l'heure avec la progestérone et le GABA, ces neurotransmetteurs. Pendant longtemps, voilà, quand on parlait de dépression, d'anxiété, il y avait cette théorie du déséquilibre chimique dans le cerveau, c'est un déséquilibre de neurotransmetteurs. Aujourd'hui, on sait que voilà, il y a plein d'autres facteurs, il y a plein d'études qui lient notamment l'inflammation chronique à l'anxiété, la santé intestinale à l'anxiété, on l'a dit, mais il y a quand même des études qui montrent clairement ce lien entre, par exemple, GABA et anxiété, entre sérotonine et anxiété quand elle est pas, voilà, que je perds mes mots, quand la sérotonine n'est pas sécrétée correctement. Oui. Comment est-ce qu'on peut prendre soin de ces neurotransmetteurs grâce à la nutrition? On parle de plus en plus de brain food, de brain nutrition, on en parle de plus en plus, donc peut-être qu'on peut faire un petit focus sur sérotonine et GABA, parce que c'est 2 principaux, mais sachant qu'il y en a plein d'autres. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sa santé mentale avec la nutrition? Alors, très bonne question. Moi, j'aime bien considérer le problème en me disant ok, cette sérotonine, ce GABA, d'où ils proviennent. Ils ne sont pas produits de rien du tout, hein, du néant, au contraire. Et alors typiquement, ces neurotransmetteurs calmants, hein, puisqu'on parle d'eux, sont sécrétés à partir soit d'autres neurotransmetteurs, soit de protéines, soit de vraiment de matières premières. Par exemple, la sérotonine,
elle est produite à partir d'un précurseur qui s'appelle le tryptophane. Et le tryptophane, c'est un acide aminé. Le GABA, lui, il est produit à partir de glutamate, lui-même produit à partir de glutamine. Donc, c'est vraiment des réactions en chaîne qui permettent que on finisse la réaction avec la sérotonine ou le GABA. Et d'ailleurs, la sérotonine, c'est pas la fin de la chaîne. La sérotonine permet de produire la mélatonine, l'hormone entre guillemets du sommeil, qui a d'autres propriétés, notamment une propriété antioxydante très très importante. Donc, ok, qu'est-ce qu'il faut pour que ma sérotonine soit sécrétée, pour que mon GABA soit sécrété? Il faut que j'ai du tryptophane, il faut que j'ai du glutamate, de la glutamine. Et pour avoir du tryptophane, de la glutamine, etc., il faut des matières premières. Et alors, je disais, le tryptophane, c'est quoi? C'est un acide aminé, c'est-à-dire, un acide aminé, c'est les petites choses qui composent les protéines. Les acides aminés, du coup, on les a via l'alimentation, et donc il faut en manger. Il faut que je mange de la dinde. Il faut que je mange de la dinde à fond. Alors, c'est bien que tu prennes la dinde en exemple, parce que finalement... dans les produits d'origine végétale, il y a bien moins de tryptophane que dans les produits d'origine animale. Et en fait, alors moi je remarque fréquemment, je sais pas si toi aussi, que chez les personnes végétariennes ou véganes, il y a plus de problèmes d'ordre anxieux, d'ordre déprime, etc. Moi je l'ai vécu au premier plan. J'ai fait 5 ans j'ai été végane pendant 5 ans et je pense que je me suis beaucoup plus détraquée qu'autre chose parce que j'ai rien équilibré du tout. Si tu veux, j'ai même pas mis de conscience sur j'arrête la viande au début. Donc j'ai même pas essayé de compenser avec des lentilles ou nanan, donc je me suis retrouvée avec des carences en fer, ok, un peu classique, mais ouais, je l'ai vraiment vécu au premier plan. Donc peut-être, les personnes qui mangent, on va dire, à tendance végétale, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, il y a des compléments de tryptophane, ça existe. Après, il faut faire attention parce que, comme ça produit de la sérotonine, c'est complètement contre-indiqué avec plein de médicaments qui visent justement à faire la même chose, à faire en sorte qu'on ait de la sérotonine. Donc, il faut faire très, très, très attention avec les compléments alimentaires parce qu'on peut faire de grosses bêtises avec, mais en particulier pour ceux qui concernent, la santé mentale et quand on a un suivi psychiatrique à côté. Donc, attention, on peut se complémenter éventuellement avec le conseil du médecin et d'un praticien spécialisé en nutrition. Et puis, alors, éventuellement, on peut aussi revoir la façon dont on mange, si on comprend que il n'y a pas forcément de vraie solution dans certains cas dans le végétal pour vraiment avoir des apports qu'il nous faut, surtout quand on est à un stade où ça fait des années qu'on est végé-vegan et que on est vraiment à des manques et des carences très très creusés. Donc parfois, à voir si c'est compatible aussi avec des convictions, bien évidemment, ce que je comprends. Après, on peut aussi faire avec d'autres matières premières, entre guillemets, dans le sens où, tu vois, je te disais, la tryptophane à partir du tryptophane, on fait de la sérotonine, à partir de la glutamine, on fait du glutamate, puis on fait du GABA. En fait, pour chacune de ces réactions chimiques, on a besoin de fuel, encore une fois, on a besoin de carburant. Et sans ce carburant, la glutamine, elle ne se transforme jamais en glutamate, ni en GABA. Le tryptophane, il a beau être là, il ne se transforme jamais en sérotonine. Donc c'est très important de prendre en compte ces passerelles en fait, et du coup de donner le carburant nécessaire. Le carburant, c'est quoi? C'est très souvent le magnésium, très souvent les vitamines du groupe B, le zinc, la vitamine C. Le zinc, c'est fréquent de très très peu l'absorber quand on est végé ou vegan à cause de ce qu'on appelle les phytates, qui sont des fibres qui en fait défendent les plantes et font en sorte qu'on n'absorbe pas ce qu'il y a dedans d'une certaine manière. Donc ça, c'est très important: magnésium, vitamine C, zinc, vitamine du groupe B. Et puis aussi, donc on a vu la matière première, le carburant pour les transformations chimiques, mais il faut aussi qu'une fois qu'on a le neurotransmetteur, la sérotonine, le GABA, qui puisse être utilisé. Pour l'utiliser, il faut que le récepteur de sérotonine, de GABA, soit actif, soit efficient. Et pour ça, on a besoin notamment de gras. Le gras, c'est super important. Le cerveau, il est composé, je crois, à 60% de gras, notamment saturés. Et c'est vrai qu'on diabolise beaucoup le gras saturé, mais à mon sens, à tort, on en a carrément besoin. On diabolise le cholestérol, alors que, 25% du cholestérol est dans le cerveau, et c'est super important pour le système nerveux. Et typiquement, le cholestérol, on en a besoin pour l'activité des récepteurs de la sérotonine. Il y a des études... Ouais, c'est super important. Il y a des études qui sortent là sur l'huile de coco avec l'Alzheimer. C'est extraordinaire, je trouve. extraordinaire. C'est clair. Donc le gras saturé, c'est pas mauvais en soi. C'est mauvais, bien évidemment. Alors, on en trouve souvent dans les animaux, majoritairement, mais c'est mauvais si l'animal a été nourri avec des choses qu'il devrait pas manger, du genre des céréales, des choses processées, qu'il a été stressé, blablabla. Enfin, forcément, si on prend une protéine animale, un gras animal de mauvaise qualité,
mieux vaut ne pas en manger parce que ça va pas être bénéfique. Mais si c'est un animal qui a mangé de l'herbe, tranquille, dans un pâturage, là forcément les gras vont être de bonne qualité et vont nous faire beaucoup de bien au niveau du système nerveux, des fameux neurotransmetteurs. Donc voilà, à prendre en compte. Voilà, à balancer ses convictions, le reality check aussi de ce qu'on trouve en supermarché. J'écoutais justement Mark Hyman il y a pas longtemps sur le sujet où il disait voilà, si on fait un reality check aussi de ce qu'on trouve à disposition, le mieux, lui, il disait, c'est prenez 2 boîtes de sardines par semaine et voilà, comme ça ce sera voilà bien au niveau de gras, des protéines, etc. Et puis on évite tout ce qu'on peut trouver comme cochonnerie, on va le dire comme ça, en supermarché, où on commence à se fournir ailleurs. Voilà. On arrive bientôt à la fin de notre petite interview. On a dépassé un petit peu. Je voulais juste faire un petit point libido, un autre sujet, parce que les personnes anxieuses aussi qui viennent me voir, souvent des femmes que j'accompagne et qui sont en proie à l'anxiété, elles me disent voilà, moi, il y a plus de désir sexuel, souvent depuis longtemps. Le lien entre hormones et libido ou anxiété, hormones, libido, ça va ensemble tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? D'où est-ce que ça vient, cette absence de libido? Bon, moi, une première réponse, même sans les hormones, c'est super simple. Si le système nerveux il est en danger en permanence, l'intimité, c'est quelque chose qui demande énormément de sécurité. Donc déjà, juste il y a ça. Mais après, au niveau hormonal, voilà, toi, tu peux nous apporter tes éclairages. Complètement, enfin je te rejoins et puis effectivement comme je disais tout à l'heure, quand on est stressé la priorité c'est pas de faire des bébés, donc notre corps ne va pas nous donner cette merveilleuse idée. Voilà. Ensuite le lien entre hormones et libido il est énorme dans le sens où la libido émane en très très grande partie de certaines hormones. Typiquement l'estrogène va booster la libido. Et les androgènes aussi, les fameuses hormones qu'on associe au masculin mais qu'on a aussi en tant que femme. Et alors ces deux types d'hormones, déjà, l'estrogène va commencer à s'accumuler dans notre corps un peu après la fin de nos règles et jusqu'à l'ovulation. Et la testostérone et les autres hormones androgènes ont tendance à faire un petit pic à l'ovulation. Et de ces hormones découle beaucoup de libido. Et c'est pas pour rien, la nature est bien faite, encore une fois, parce que c'est à ce moment-là qu'en tant que femme, en fait, on est fertile, on peut tomber enceinte, on peut pas tomber enceinte tout le cycle menstruel, et du coup, c'est pour ça qu'on a la libido à ce moment-là, parce que, j'imagine, voilà, rien n'est un hasard dans la nature, et d'un point de vue biologique et évolutif, on est fait pour se reproduire, pour perpétuer l'espèce, donc c'est pas rien. Donc, d'un côté, c'est normal de pas avoir max de libido tout le temps dans le cycle, comme c'est normal de ne pas être forcément, avoir la méga pêche tout le temps dans le cycle, c'est toujours la même histoire, il y a des fluctuations hormonales, mais si on produit pas assez d'estrogène, pas assez d'androgène ou pas du tout, eh bien forcément la libido va être impactée de manière négative. Et alors je pense aux femmes qui sont sous contraception hormonale, sous pilule par exemple. Quand on est sous contraception hormonale, alors ça dépend desquelles, mais la plupart du temps, nos ovaires sont en congé, ils ne produisent ni estrogène ni hormones androgènes. Donc forcément, il n'y a pas de libido en fait. Et c'est un des effets secondaires de ce genre de contraception hormonale, c'est zéro libido. Et voilà, donc le lien avec hormones est très clair. Et puis par ailleurs, par exemple la pilule va avoir tendance à augmenter une protéine qu'on appelle la SHBG, pour Sex Hormone Binding Globulin, cette protéine qui va entre guillemets aimanter les hormones androgènes notamment pour les neutraliser. Donc voilà, même si elles sont là, elles ne sont pas utilisées et donc elles ne peuvent pas générer en partie cette fameuse libido. Donc voilà, le lien est très très clair. Très clair. Entre libido et système hormonal et libido et système nerveux. L'impact des... J'ai envie de dire peut-être des convictions, des croyances, je vais dire. L'impact des croyances sur la guérison, c'est pour ça que tu poses cette question au début quand les personnes elles arrivent à toi où tu dis est-ce que vous pensez que vous pouvez guérir Pourquoi tu as commencé à poser cette question? Qu'est-ce qui t'a amené à commencer à la poser? En remarquant que les personnes qui obtiennent le plus de résultats, c'est les personnes, mais qui sont, même la première fois que je les vois dans le call découverte, qui sont persuadées qu'il y a une solution, persuadées que je vais les aider, qu'elles vont s'aider elles-mêmes, parce que je suis pas chez elles à leur faire prendre les compléments, etc. Donc c'est vraiment ces personnes-là et qui sont prêtes à tout en fait pour aller mieux, parce que voilà, elles ne sont pas un cas désespéré, elles le savent. Au contraire, il y a des personnes qui sont très motivées, mais qui se disent que elles ont quand même peu de chances d'y arriver et que de toute façon elles ont essayé 1 milliard de choses, donc elles me consultent, mais elles ont peu d'espoir.
elles ont moins de résultats. Alors ça peut venir de mille et une choses, hein, bien évidemment, mais de manière générale, quand même, on remarque que quand le mental met des barrières, même si on veut guérir, hein, qui ne veut pas guérir, on peut pas dire ça, mais le mental peut mettre des barrières, même parfois on n'en a pas conscience, hein, c'est comme les traumas hein, dont on n'a pas conscience, c'est un peu la même chose, et le mental, c'est puissant, c'est extrêmement puissant, hein, et ça peut nous bloquer alors qu'on a toute la volonté de la Terre. Donc voilà, je pose toujours cette question, de la même manière que je pose la question, est-ce que tu es prête à explorer tout ce domaine-là, parce que sinon c'est même pas la peine qu'on travaille ensemble. Non, simplement parce que tu vas rien absorber, donc à quoi bon? Donc voilà, est-ce que tu penses pouvoir guérir? C'est super, super important. Ouais, et moi je travaille beaucoup avec le subconscient et notamment avec une méthode qui s'appelle Psyche et ce qu'on voit, c'est super intéressant, c'est que parfois il y a ce qu'on appelle des bénéfices secondaires à la maladie, parfois dont on n'a même pas conscience, hein. Donc ça c'est vraiment super intéressant. Superbe. Toi, t'es entrepreneur, j'aime bien poser 1 ou 2 questions entrepreneuriales à la fin de l'épisode. Ça ressemble à quoi une journée chez toi, une journée avec Marion Nutrition? Une journée avec ma nutrition. Alors, un peu monotone dans le sens où moi, je suis très routinière et disciplinée. Ça fait partie de mes outils pour que tout se passe bien et que je sois pas anxieuse, tu vois. Donc, bon, j'ai différentes... plein de choses différentes que je fais, mais j'ai des jours qui vont être consacrés à mes clientes, à des consultations, où je fais des collègues avec mes clientes, j'écris les comptes rendus, je prépare les consultations, je réponds à 1000 et un mails, donc il y a des journées dédiées à ça et des journées dédiées à des choses plus créatives, où tu vois, je vais créer des projets en fonction de ce qui est sur le feu en ce moment, produire du contenu, écrire, préparer mes conférences, créer du contenu pour les réseaux sociaux, ce qui est un vrai travail, on se rend pas compte souvent, répondre aux messages sur les réseaux sociaux, je fais aussi du conseil pour des marques santé bien-être. En ce moment, je fais une formation à des professionnels. Donc, voilà, c'est des jours dédiés à ça parce que j'aime bien segmenter. Et puis, alors, entre deux, moi, il n'y a pas de compromis sur le temps des repas, qui est un vrai rituel pour moi. Il est hors de question que je saute un repas. J'adore manger et pour moi, c'est un outil, c'est un de mes outils favoris pour être en bonne santé. Donc, vraiment, je prends mon temps, je cuisine tout le temps. C'est un des bonheurs de travailler à la maison. J'ai vraiment l'occasion de faire ça. Il est hors de question que j'avale un truc à la va-vite, que ce soit pas bon, enfin ce n'est absolument pas envisageable pour moi, donc j'accorde un temps tout particulier à ça. Je lis tous les jours parce que j'adore me nourrir aussi de cette manière-là, et je me couche tôt, je me lève tôt, je me couche tôt, c'est très important pour moi, c'est mon rythme, j'ai appris à le respecter. Ça me fait parfois vivre un petit peu à contre-courant de plein de gens, mais enfin c'est ce qui fonctionne pour moi et c'est ce qui me permet d'être bien et d'être créative et que mon cerveau fonctionne. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Je sais pas si ça intéresse beaucoup de monde, mais bon. Si, c'est toujours très inspirant. Tu sais, c'est pas pour rien qu'il y a la routine matinale des millionnaires, sur Facebook, sur YouTube. Donc si, c'est super intéressant. C'est quoi les grandes leçons que t'as apprises depuis que tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat? Peut-être les victoires ou les fails aussi. On parle de plus en plus facilement de nos fails, et c'est une bonne chose, je pense. Ouais, alors beaucoup de choses, et j'ai envie de dire, je vais peut-être dire des choses que vous qui nous écoutez, vous avez déjà entendu de la bouche de plein de gens, puisque finalement j'ai l'impression qu'on fait face au même challenge, hein, plus ou moins. Tout le monde galère au début, hein, quand on est entrepreneur, enfin il n'y a pas de mystère, personne ne réussit du jour au lendemain, ça n'existe pas. Donc ouais, la galère c'est dur, hein, au début, quand personne ne nous connaît, que personne ne sait qu'on existe, qu'il faut trouver des clients, c'est hyper dur. Moi ça m'a pris des années, mais j'ai envie de dire, si on abandonne, on risque pas de passer cette barrière de la galère. Et moi j'ai l'impression que, je sais pas si toi tu te reconnais là-dedans, mais tous mes amis entrepreneurs ont eu le même parcours que moi, c'est-à-dire que on commence, on galère, ça peut mettre des années de galère, et puis en fait finalement il y a un mois qui est un peu pivot, et tout d'un coup boum, ça marche, enfin ça marche, voilà, on est dans une certaine mesure, mais ça finit par décoller. Et finalement, j'ai entendu ça quelque part, mais 100% des gens qui réussissent n'ont pas abandonné, et parfois il faut juste 6 mois de plus. Donc ça c'est une grande leçon que voilà, j'essaie de la disséminer à toutes les personnes qui se lancent dans mon entourage. Et puis je pense aussi que si on fait les choses à notre façon et avec le cœur, on peut pas ne pas y arriver. Enfin, il y a pas de raison, quand on est authentique et qu'on partage un truc qui nous passionne, enfin forcément qu'on va inspirer des gens. Voilà, donc enfin je pense que ça sert à rien de faire un petit peu comme tout le monde, faut faire les trucs à sa sauce, qui est à être un petit peu original, c'est pas grave, et c'est comme ça aussi que
que les gens se reconnaissent et qu'on inspire confiance, je pense, et c'est un peu crucial pour que les gens nous fassent appel à nous ensuite pour des choses que l'on vend. Et puis aussi, si j'ai réussi à aujourd'hui vivre de mon activité, tout le monde peut le faire, hein, je suis pas spéciale. Donc voilà, par contre, il faut un petit peu de patience, de consistance, et rien ne tombe du ciel, bien évidemment, hein. Moi, quand j'étais dans ma période galère de plusieurs années, je ne pensais qu'à ça, je ne faisais que ça, quoi. Donc c'est un investissement en temps, en énergie, en formation, entre autres, mais j'aime bien aussi prendre le parallèle il n'y a pas dans la santé, quand on a des problèmes qu'on veut creuser réellement, pareil, on peut pas avoir de résultats en une consultation. On peut pas avoir de résultats du jour au lendemain. Il y a tellement de choses à décortiquer, c'est absolument pas possible. Il n'y a pas de quick fix, quoi. Il n'y a pas de magie. Et donc, c'est justement avec la patience, la consistance, la volonté, la discipline aussi qu'on arrive aussi, en tant que patient, client dans un parcours santé, à finalement voir des résultats. Et chez certains, ça met plus de temps que chez d'autres. Et c'est carrément OK. Encore une fois, on est tous différents. Et c'est un peu la même chose en étant entrepreneur, en tout cas, c'est ma vision des choses. Ouais, c'est précieux justement ces épisodes de podcast comme ça, de revenir un petit peu sur son parcours, parce que moi je dis toujours aussi, vous me voyez là aujourd'hui, mais il y a 3 ans ça ressemblait pas à ça, il y a 4 ans ça ressemblait pas à ça, et tu sais, tu dis je suis pas spéciale, moi je dis toujours aussi mon système nerveux il a rien de particulier en fait, donc si je peux le réguler, c'est un système nerveux comme un autre en fait, donc Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui lance son activité aujourd'hui ? Il faut 6 mois de plus parfois. Il faut 6 mois de plus, genre accroche-toi, ne baisse pas les bras. Mais quitte à avoir un boulot alimentaire à côté, mais enfin si c'est ta passion, si c'est ça que tu veux faire, enfin si ça t'est vraiment animé par c'est ça, ne lâche pas les bras. Non mais vraiment, ce serait trop dommage. Moi combien de fois j'ai failli tout lâcher, faire carrément autre chose parce que par dépit, parce que c'était plus viable. Beaucoup de fois. Et je suis bien contente de ne pas avoir arrêté. C'est la meilleure décision de ma vie, clairement. Renouveler, une décision à renouveler, du coup. Ouais. Merci beaucoup, Marion. Une dernière question. J'aime bien demander, un livre, une ressource, ça peut être un podcast, quelque chose qui t'a marqué, qui t'a aidé sur le chemin. Ça peut être aussi quelque chose à quelqu'un qui, commence avec le sujet des hormones, peut-être un livre de référence, quelque chose que toi, tu conseillerais. Alors, moi, j'aime beaucoup, pour les gens qui s'intéressent aux hormones et au féminin, aux problèmes féminins, moi, j'aime beaucoup le livre de Dr. Christiane Northrup. C'est une gynéco très, très, très reconnue, outre-Atlantique, qui a écrit beaucoup de bouquins, mais il y en a un qui est un petit peu, pour moi, la bible des hormones féminines. Et puis, elle a aussi un petit truc en plus, elle s'intéresse aussi à tout ce qui est énergétique, et moi il me semble que ça fait partie aussi de la santé, et du coup c'est vraiment un énorme bouquin, ça s'appelle Women's Wisdom, Women's Bodies, et très très gros, mais ça permet d'avoir une big picture de ce qui se passe chez la femme, des hormones, et de plein d'outils pour que ça aille mieux. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce livre. Et au niveau du système nerveux, de l'anxiété, un livre qui m'a plus marqué que d'autres peut-être, ce serait When the Body Says No de Gabor Maté, je crois qu'il est traduit en français. Si je dis pas de bêtises. Quand le corps dit non. Voilà, donc tu le connais, moi je le trouve assez formidable, de toute façon Gabor Maté je le trouve assez formidable pour tout ce qui concerne le système nerveux, et donc dans ce livre il va parler justement de l'impact du stress, des émotions non exprimées potentiellement sur tout un tas de maladies, donc pour prolonger un petit peu le sujet, c'est vraiment intéressant comme bouquin. Ouais, de lecture à recommander. Quand le corps dit non, je l'ai lu, Women's Wisdom, je vais le lire du coup. Merci beaucoup. Ok, bon il est très très gros, très gros. Je peux prendre mon temps. Courage, mais une petite lecture de chevet. Yes, super. Merci infiniment Marion pour tous ces éléments, pour tous ces partages personnels, moins personnels, théoriques, moins théoriques. Je suis sûre que ça va en aider plus d'une et même plus d'un aussi d'ailleurs. Merci beaucoup, et je me ferai un plaisir de t'avoir à nouveau sur le podcast, peut-être dans quelques mois. Qui sait, sur un sujet peut-être un peu plus particulier. Pour aujourd'hui, merci infiniment, et on se retrouve très vite pour un autre épisode de Pas de soucis.